Voir ensemble. Voir demain 482, janvier à mars 2021. Voir ensemble. Sommaire. Édito. Devant l'écran. Dossier. L'avènement de la télésociété. La télésociété du futur. Penser l'accessibilité au départ. Distinguer vie privée et professionnelle. Des chiffres pour un constat accablant. Le manifeste du JAA Happy DV. Regarde ici. Nos administrateurs ont du talent. Une semaine bleue. Mobilisé pour le PUSH. Balade dans le Jura. La JNAA. SEV, une formule qui fonctionne. Regard inclusif. Voir ensemble à nouveau mobilisé pour les élections. Homer. Mobilisation pour les ESAT. Acculturer la culture au handicap. Regards intérieurs. Pèlerin avant tout. Quelques dates. Tactile l'Évangile. Ma mission au sein de Voir ensemble. Voir ensemble pour voir demain. Voir ensemble. Les couvertures. À la une. L'avènement de la télésociété. Photo. On voit la main d'une personne devant son écran d'ordinateur portable avec la tête de plusieurs personnes apparaissant dans des fenêtres. Une visioconférence en somme. Retrouvez-nous sur le site internet www.voirensemble.asso.fr, Facebook @association Voir ensemble, Twitter @Voir ensemble. Voir demain, revue de l'association Voir ensemble, mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes. Association reconnue d'utilité publique en 1954, 15 rue Maillet, 75 006 Paris. Téléphone 01 53 86 0000. Voir demain @voirensemble.asso.fr. Directeur de la publication Jacques Charlin. Directrice de la rédaction Marion Montessuie. Comité éditorial Nicolas Blinot, Marie-Claude Crescent, Cécile Guimbert, Hervé Rollin, Olivier Randria, Sylvie Thésée. Imprimeur Braille, ESAT Renaissance, 10 rue Colbert, 59 800 Lille. Édité en caractère ordinaire, braille intégral et abrégé, en version électronique et audio, accessible sur le site internet de l'association. Dépôt légal, 1er janvier 2021. Quatrième de couverture. Les vœux pour 2021 de l'association Voir ensemble. Sur un fond vert, la carte de vœux de l'association, un enfant qui souffle sur des plumes qu'il tient dans ses mains et qui s'envole avec légèreté, occupe le tiers central de la page. Des plumes blanches ont été ajoutées qui dépassent de la carte pour, elles aussi, s'envoler sur la page et aller vers le texte, légèrement différent de celui de la carte. Une année 2020 où nous avons retenu notre respiration en attendant des jours meilleurs, en 2021, redonnons du souffle à la solidarité. L'association Voir ensemble vous souhaite une belle année 2021. Le logo est en bas de la page, reposant sur une belle plume blanche. Voir ensemble. Éditorial.
devant l'écran. Jacques Charlin, président de Voir Ensemble. Durant le confinement, une équipe de chercheurs a publié un article mettant en exergue les avantages du télétravail pour les personnes en situation de handicap. Lire Voir demain, numéro 481. Je suis, pour ma part, partagé sur cette question. Le télétravail dispense les déficients visuels de la perte de temps et des dangers du déplacement, ce qui est essentiel. De plus, le rythme du travail peut être plus étalé, ce qui amène un peu moins de stress et de pression. Mais je pense qu'il y a aussi des inconvénients à cette situation. Les rencontres directes permettent des échanges riches et vivants au bureau, la convivialité autour de la machine à café ou du partage d'un repas. En cas de difficulté, cela facilite la possibilité d'une collaboration, voire même de solidarité. À titre personnel, je n'envisage pas d'enseigner les mathématiques en distanciel. Le vendredi 1er octobre, j'ai eu l'occasion d'animer une séance de sensibilisation auprès d'élèves ingénieurs à l'ENTPE, École nationale des travaux publics de l'État. Il a fallu qu'un collègue installe la caméra et m'épaule, notamment pour la présentation de l'écriture braille. Une fracture numérique bien réelle. Le télétravail pose la question de l'accessibilité numérique. Trop de sites, de logiciels sont encore inutilisables par les déficients visuels. La fracture numérique est bien réelle et nous devons militer pour qu'elle se réduise et disparaisse. Lorsque la loi d'orientation du 30 juin 1975 a été promulguée, le président Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que la société devait s'adapter aux personnes handicapées. C'est malheureusement encore nécessaire à présent. Toutefois, nous avons nous-mêmes des efforts à faire. Les personnes de ma génération n'ont pas été formées en utilisant les nouvelles technologies, contrairement aux jeunes générations. Il nous appartient donc de nous mettre à la page, si ce n'est déjà fait. Toute revendication suppose des efforts personnels. Voir ensemble. Dossier. La télésociété du futur. Sylvie Thésée, responsable communication à Voir Ensemble. En 2020, dans la situation de pandémie que nous avons vécue et vivons encore au moment d'écrire ces lignes, notre société est devenue celle du télétravail, téléenseignement, télémédecine, téléconférences et j'en passe. Même les loisirs et les apéros se sont déclinés en mode virtuel grâce à la prolifération d'outils collaboratifs comme Zoom, Microsoft Teams et autres. Il nous a fortement été suggéré, voire imposé, de télétravailler pour limiter les déplacements et de ce fait la propagation du virus. Il a fallu faire vite, sans recul sur la situation psychologique et l'isolement de certaines personnes, voire, à l'inverse, sur la cohabitation familiale forcée avec les risques de créer des situations explosives. Côté télétravail, pour ceux qui étaient concernés, cette situation a accentué un autre problème, la fracture numérique entre ceux qui sont équipés et formés et ceux qui ne le sont pas, avec, de surcroît, le problème de l'accessibilité des outils. Si chacun a dû faire face au mieux, lire les témoignages, la population déficiente visuelle fait partie des personnes très concernées par l'accessibilité numérique, un sujet incontournable pour l'emploi, en présentiel ou en distanciel, mais également pour les démarches administratives de plus en plus dématérialisées ou encore l'accès à l'offre culturelle. Un constat partagé. S'il est trop tôt pour dire à quel degré le télétravail perdurera après la maîtrise de la pandémie, le plus probable
et qu'il se stabilisera à un niveau plus élevé que celui d'avant Covid. Il présente des avantages. Plus de flexibilité pour les salariés lorsqu'il est bien organisé par l'entreprise et qu'il donne aux salariés la possibilité de répondre aux attentes de l'employeur tout en remplissant ses missions dans de bonnes conditions. Cependant, le revers de la médaille est bien réel. Les différences de situation personnelle, la difficile segmentation entre vie personnelle et vie professionnelle, mais surtout, pour les personnes déficientes visuelles, les problèmes d'accessibilité numérique qui constituent un facteur majeur d'exclusion. Si la révolution numérique transforme nos vies, le manque d'accessibilité des outils numériques catalyse aujourd'hui l'exclusion sociale en limitant l'accès aux services publics, à la mobilité professionnelle ou, tout simplement, à une plus grande diversité de métiers, entre autres exemples. Même constat pour l'enseignement à distance et l'utilisation de Pronote et MaClass par exemple, peu ou pas du tout accessibles pour les professeurs et élèves déficients visuels. Des solutions pas très compliquées. Parmi les réflexions partagées lors du forum sur l'accessibilité numérique, proposé et animé par le JAA APIDV, lire le manifeste du GIAA, le 6 novembre dernier, l'idée de concevoir une accessibilité native permettait de résoudre nombre de difficultés. En particulier, celle d'être obligé de revoir l'accessibilité de son site dans un second temps. Le coût serait alors plus important que si la prise en compte de l'accessibilité était faite de prime abord. L'accessibilité numérique a toujours un coût, puisqu'il suppose de rétribuer une expertise, mais il se révèle plus élevé s'il est envisagé une fois le site déjà en ligne. Dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, la conception universelle, de façon générale et pour le numérique en particulier, est mise en avant. Quand on développe un produit, un logiciel, les cas critiques, 20% des situations en général, sont pris en compte dès le départ. Ils permettent au final de répondre aux 80% des cas restants. Autre problème soulevé par les différents intervenants du forum, la formation des développeurs et des éditeurs dans le domaine spécifique de l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, la formation initiale ne propose aucun module concernant l'accessibilité numérique et pas de cursus dédié non plus. Près de la moitié des développeurs interrogés, 43%, n'ont pas connaissance des règles de l'accessibilité numérique et des obligations légales afférentes. Emploi et numérique. La question de l'emploi a largement été débattue lors du forum. Les outils numériques sont une chance pour l'emploi des déficients visuels, à condition de savoir les utiliser pour améliorer l'employabilité de la personne et non pour lui compliquer la tâche. Ils doivent être compatibles avec les logiciels métiers des entreprises ou des administrations, sinon c'est un handicap supplémentaire, amplifié par la prolifération des outils collaboratifs ou de travail à distance. Si les logiciels ne sont pas accessibles, on freine la personne dans l'exercice de son activité professionnelle, dans son évolution ou son changement de carrière. Au final, qu'attend l'utilisateur lambda, qu'il soit non-voyant, malvoyant ou voyant? La simplicité dans l'utilisation des outils, la lisibilité dans les choix entre les différentes options qui s'offrent à lui, un design facile à appréhender. En France, nous sommes en retard sur la mise en œuvre de nombreuses lois, en particulier dans le domaine du handicap. Lire, encadrer des chiffres pour un constat accablant. Dans un monde que nous souhaitons plus inclusif, où le numérique tient une place de plus en plus grande, il faut former les concepteurs et les éditeurs de ce secteur, tout comme les usagers.
Certains parlent de mettre en place des sanctions pour rendre ces lois plus contraignantes et obliger ainsi les différents acteurs à prendre enfin au sérieux cette question de l'accessibilité. Voir ensemble. Penser l'accessibilité au départ. Patrick Ressan, informaticien, travaille sur des bases de données pour le département de la Seine-et-Marne. Au-delà de la situation sanitaire que nous vivons en 2020, je suis déjà passé au télétravail depuis quelque temps. Le télétravail, pour ceux qui le peuvent, est plus simple à gérer quand on est en capacité de formaliser les besoins et les solutions à mettre en œuvre, c'est-à-dire quand on maîtrise un minimum l'informatique. Actuellement, la formation aux nouvelles technologies, à l'utilisation du numérique, est encore insuffisante chez les déficients visuels, notamment pour exprimer clairement les problèmes rencontrés. Au-delà du matériel adapté, le problème vient aussi, très souvent, des logiciels métiers ou des applications qui ne sont pas forcément accessibles, pas plus que les outils collaboratifs qui ne sont pas toujours adaptés pour l'utilisation par une personne déficiente visuelle. PowerPoint en est un bon exemple. Pour faciliter l'accès au télétravail, il faut harmoniser tout ce qui concerne les procédures, les logiciels. Il faut penser l'accessibilité des sites dès le départ, sinon c'est plus compliqué et surtout plus onéreux. Il faudrait partager plus largement les expériences utilisateurs et éviter le business du handicap en raison des problèmes éthiques que cela soulève et aller vers des logiciels libres. Le télétravail pose des problèmes de sécurité. Il peut favoriser le vol de données par l'accès à distance si la connexion n'est pas assez protégée. Nos équipements industriels ne sont pas pensés pour être étanches à l'espionnage. Il y a aussi le poids des choix comptables. On cherche de plus en plus à ce que les données soient gérées à l'extérieur. C'est une affaire de volonté politique, choisir de ne pas être captif ni dépendant d'une récupération intrusive de nos données. Distance sociale versus sociabilité locale. Néanmoins, le télétravail peut être porteur d'une amélioration de la qualité de vie au niveau de l'organisation du travail, d'autant plus que le contexte de télétravail est favorable, cadre de vie, contexte familial. 2020, pour cela, a été un accélérateur de changement dans le bon sens. Il faut malgré tout arriver à bien segmenter sa vie personnelle et professionnelle. D'un autre côté, il a également amené une rupture des liens sociaux en plus des problématiques techniques. Le télétravail se passe d'autant mieux qu'il est choisi et non imposé. Voir ensemble. Distinguer vie privée et professionnelle. Ali Barthélémy Chiani, administrateur de Voir ensemble. C'est une banalité de dire que certains métiers sont susceptibles d'être télétravaillés, tandis que d'autres se feront toujours en présentiel. Dans mon métier de bibliothécaire, on trouve ces deux situations. Ainsi, quand il s'agit de conseiller le lecteur dans la bibliothèque, le télétravail ne remplacera jamais le contact direct. En revanche, il existe ce que nous appelons les services de réponse à distance qui, précisément, sont là pour répondre au lecteur par le biais des outils numériques. C'est une partie de mon travail qui est quasiment du télétravail en soi. C'est pourquoi, dès le premier confinement, j'ai pu travailler aisément à mon domicile. Pour mettre en place le dispositif, la direction des services informatiques a installé sur nos postes un logiciel permettant d'accéder à l'ensemble des ressources à distance. Je crois donc pouvoir dire que, pour ce qui est de l'accessibilité, rien n'a changé dans mon travail.
si ce n'est que je le faisais de chez moi. C'est, je crois, le risque principal du télétravail. Si on ne se discipline pas soi-même, on a tendance à travailler pendant des heures qui ne correspondent pas aux heures de bureau. Le fait que l'on ne change pas de lieu pour travailler entraîne un manque de distinction entre le privé et le professionnel. Je ne sais pas si c'est dû à mon handicap visuel, mais dès que je suis chez moi pendant plusieurs jours sans aller à la bibliothèque, j'ai le fâcheux penchant de me décaler au niveau des horaires. J'ai tendance à vivre la nuit. Comme je dois accomplir mon travail dans la journée, je ressens une très grande fatigue. Bref, le télétravail est un bon moyen de travailler à distance. Néanmoins, selon moi, cela doit être une situation temporaire et exceptionnelle. Voir ensemble. Des chiffres pour un constat accablant. Forum de l'accessibilité numérique, GIAA, APIDV, 6 novembre 2020. 97% des 1 million des sites les plus visités au monde présentent des problèmes d'accessibilité dès leur page d'accueil. Étude Web Alm, février 2020. En France, selon la Fédération des aveugles de France, 13% seulement des 250 démarches administratives usuelles en ligne sont accessibles. 10% des sites Internet hexagonaux sont accessibles. 6% des livres édités chaque année sont adaptés pour les déficients visuels. Un film sur 5 et 4% des émissions de télévision sont audio-décrits. Depuis la loi de 2005. En 2012, le web public devait être rendu complètement accessible. En 2016, promulgation de la loi République numérique. Son objectif, préparer le pays aux enjeux de la transition numérique et de l'économie de demain. Loi du 6 août 2019. Plus de concours pour le recrutement des apprentis en situation de handicap. Si on garde le concours, on l'aménage, temps, aide humaine, faciliter les parcours professionnels, offrir des perspectives de carrière. Mettre en place un référent ressources humaines dédié aux personnes handicapées. Portabilité des éléments du poste de travail. Garder son équipement adapté même si on change de poste dans l'entreprise. Le 23 septembre 2020, obligation de publier une déclaration de conformité, de signaler sur la page d'accueil du site son niveau d'accessibilité ou de publier un schéma pluriannuel pour exposer la mise en œuvre pour la structure dans les 3 années. Spécificité française, depuis le 1er octobre 2020, cette obligation pèse sur les structures de droit privé réalisant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Des annonces à suivre. Un schéma pluriannuel de mise en accessibilité annoncé par Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Tous les sites doivent présenter une déclaration d'accessibilité avec un objectif de 80% des 250 démarches les plus usuelles réellement accessibles en 2022. Plan France Relance, 500 millions d'euros dédiés à la mise à niveau numérique de l'État et des collectivités pour les agents, les usagers et les services avec un suivi trimestriel. Affaire à suivre. Voir ensemble. Un manifeste exigeant. Tiré du site du GIAA APIDV. Le forum du GIAA APIDV a montré l'importance cruciale de l'accessibilité numérique
pour l'inclusion des personnes déficientes visuelles, notamment en milieu professionnel. Les pouvoirs publics, le législateur ainsi que l'ensemble de la chaîne des acteurs du numérique doivent accompagner et faciliter cette prise de conscience et cette mobilisation en agissant chacun à leur niveau. Le JAA APIDV a rédigé un manifeste avec 6 demandes pour l'emploi et 6 autres pour la culture. Premièrement, exiger de France Compétences et de la Grande École du numérique de ne plus accepter l'inscription de formation informatique au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, ou au label GEN si l'accessibilité numérique n'est pas incluse. Imposer aux formations déjà inscrites d'intégrer le sujet sous peine d'être déréférencées. Deuxièmement, étendre les actions de groupe, actuellement réservées aux associations de consommateurs, aux actions fondées sur les violations à l'obligation d'accessibilité numérique. Ceci permettra de mener des actions collectives en cas d'inaccessibilité avérée. Troisièmement, financer une étude pour faire un état des lieux en France et un benchmark international sur la situation de l'accessibilité des logiciels et applicatifs métiers les plus utilisés et partager les bonnes pratiques identifiées. Quatrièmement, ériger l'accessibilité numérique en clause suspensive d'exécution dans les appels d'offres de la commande publique tout en sanctuarisant systématiquement une partie des budgets afin de contrôler, via un organisme indépendant, le niveau d'accessibilité des solutions fournies. Publier systématiquement sur le BOA-MP, bulletin officiel des annonces de marché public, le pourcentage du budget consacré au contrôle de l'accessibilité. Cinquièmement, se donner les moyens de contrôler l'obligation d'affichage du niveau d'accessibilité numérique et du plan de mise en conformité pour les sites et applications des organismes publics et entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros, comme la loi l'exige. Sixièmement, intégrer nativement l'accessibilité numérique dans la conception des schémas directeurs des systèmes d'information et le développement des solutions numériques en s'appuyant sur les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, ESN, et leurs donneurs d'ordre. Contrôler le niveau d'accessibilité des solutions livrées à l'aide d'un prestataire spécialisé et indépendant. Voir ensemble. Regard d'ici. La carte. La carte de France indique les groupes, commissions et structures qui font l'objet d'un article dans les regards d'ici, les regards inclusifs et les regards intérieurs. Des flèches relient le groupe, la commission ou la structure et le sujet qui sera à l'honneur dans les différents regards. Voir ensemble. Nos administrateurs ont du talent. Christiane Audebert, Mathieu Juglar et Ali Barthélémy Chiani sont intervenus dans les médias nationaux pour parler mobilité et emploi des personnes déficientes visuelles. Dominique Alain a, lui, un rendez-vous hebdomadaire avec une maison de quartier de Dijon pour faire découvrir aux habitants les problèmes rencontrés par les personnes non et malvoyantes. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter de Voir Ensemble, vous n'êtes peut-être pas informé des actions menées par nos 4 mousquetaires dans les médias. Retrouvez-les sur notre site internet www.voirensemble.asso.fr. Voir ensemble. Une semaine bleue. Marie-Noël Illien,
responsable du groupe des Côtes d'Armor. Dans le cadre de la Semaine bleue organisée sur le plan national, le groupe des Côtes d'Armor a participé activement aux actions menées à Guingamp. L'exposition de photographies réalisée par des personnes malvoyantes, intitulée « De l'ombre à la lumière », a été installée dans le centre social de la ville. Le but de ces photographies est de montrer les difficultés rencontrées par une personne malvoyante au quotidien. La technique employée est originale. Les photos, prises par les photographes déficients visuels, sont développées en noir et blanc. 7 couches de peinture et des reliefs viennent compléter le dispositif artistique. L'objectif est de rendre compte de ce qu'une personne qui ne voit plus les couleurs perçoit de son environnement. Lors de la visite de l'exposition, les clichés sont décrits aux personnes non-voyantes qui peuvent de surcroît toucher les reliefs et tentent de reconnaître les objets pris en photo. L'idée a été fort bien accueillie par les organisateurs du CCAS. Il en a résulté un vif intérêt si on se réfère aux nombreuses visites qui se sont succédées entre le 4 et le 23 octobre 2020. Voir ensemble. Mobilisé pour le PUSH, André Bétria, membre du groupe du Puy-de-Dôme. C'est une sympathique matinée que le groupe du Puy-de-Dôme a organisée le dimanche 22 novembre afin de se retrouver et de soutenir les travailleurs de l'ESAT du PUSH. Le groupe a installé un stand de vente et commande de vin du domaine du PUSH, denrées essentielles au partage et à la convivialité, lors d'un marché de quartier. La dégustation n'étant pas possible, les clients se sont montrés compréhensifs, préférant ne prendre qu'une bouteille, mais nous assurant de leur fidélité lors de la prochaine vente. Une belle occasion de parler de voir ensemble et de soutenir le travail accompli. Un repas partagé, réunissant 5 membres du groupe, recommandations sanitaires oblige, a conclu cette matinée solidaire. Photo. Le stand des vins du PUSH installé sur le marché, avec les membres du groupe du Puy-de-Dôme, assurant leur promotion, en respectant les gestes barrières bien sûr. Voir ensemble. Balade dans le Jura. Marie-France, Monique Hervé, du groupe Haute-Loire. Tout le monde, 35 personnes, est prêt pour l'aventure. Nous retrouvons les membres de l'équipe à la Part-Dieu. La bonne humeur est là, le paysage défile vers le Haut-Jura, notre destination et notre hébergement, le chalet du Grépillon. Là nous attend tout le confort, la piscine et les petits plats servis à l'assiette. Le programme consiste à visiter le fort des Rousses, le monde polaire, la tournerie sur corne, le musée de la lunette, la cascade du Hérisson et, pour conclure, la visite de Genève. Toute la visite nous a été commentée par le guide Michel et non Michelin. De nombreuses animations ont diverti nos soirées avec des jeux adaptés pour conclure la journée. Miro contre non-Miro. Victoire au point des Miro. Comme toute bonne chose a une fin, le retour est rempli de nombreux souvenirs, meilleurs les uns que les autres, et toutes et tous sont prêts pour un autre voyage. C'était la première fois que le chalet recevait un grand groupe de personnes déficientes visuelles. Ça a été pour eux une très enrichissante expérience qui pourrait être mise en avant sur leur descriptif de compétences. La direction et son équipe avaient prévu les visites afin que nous soyons seuls et qu'elles soient adaptées à notre handicap. Au sein du chalet, tout était supervisé et mis en place pour faire face à la fois au handicap et au Covid. Un grand merci à Marie-Paul Giraudet et à Christiane Audebert
sans qui le séjour n'aurait pas eu lieu. Photo. L'équipe au grand complet devant le jet d'eau du lac Léman à Genève, avec l'ombre des nuages malgré le beau temps. Le chalet de Grépillon. Voir ensemble. La JNAA. Photo. Quelques groupes continuent la quête sur la voie publique le premier week-end d'octobre de chaque année. Ici, 2 adhérentes du groupe de Paris, Agnès et Daniel, comptent les pièces. SEV, une formule qui fonctionne. Communiqué de l'ANCV. Les périodes de confinement que nous avons vécues en 2020 renforcent les difficultés déjà rencontrées par les personnes âgées. Outre la crainte de la maladie, l'isolement social pour les plus fragiles d'entre elles s'est renforcé avec des conséquences néfastes sur leur capital moral et physique, enjeu clé de leur autonomie. C'est pour ces raisons que l'ANCV maintient plus que jamais son engagement auprès des seniors à travers le dispositif Seniors en vacances, dans le cadre duquel Voir ensemble a organisé plusieurs séjours entre 2017 et 2019. Pour rappel, Seniors en vacances propose un catalogue de séjours tout compris, avec hébergement, animation, sorties accompagnées à la journée, restauration et transport vers les lieux d'activité, essentiellement en France, mais aussi en Europe, au tarif maximal de 402 € pour 8 jours et 336 € pour 5 jours. Toutes les personnes de plus de 60 ans, 55 ans pour les personnes en situation de handicap, retraités ou sans activité, peuvent bénéficier de ce tarif préférentiel. Afin d'encourager le départ en vacances des seniors les plus fragiles, notamment ceux aux revenus modestes, l'ANCV propose une aide financière d'un montant de 160 € pour les séjours de 8 jours et 135 € pour les 5 jours. Cette aide est attribuée aux seniors non imposables. Les aidants familiaux sont éligibles de plein droit à cette aide financière, peu importe leur âge, qu'ils partent seuls ou aux côtés de seniors aidés. Les aidants professionnels sont éligibles dès lors qu'ils séjournent avec la personne aidée. En dépit de la situation sanitaire actuelle, sachez que nous déployons tous nos efforts pour permettre une reprise sereine de nos différents programmes de soutien au départ en vacances dès le début de l'année 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Voir ensemble. Regard inclusif. Voir ensemble à nouveau mobilisé pour les élections. Olivier Randria, agent de développement, responsable du plaidoyer à Voir ensemble. Cette année se tiendront les élections régionales et départementales. Fidèle à sa démarche de plaidoyer, Voir ensemble se mobilise à nouveau avec ses partenaires de la déficience visuelle pour sensibiliser les futurs élus à notre cause. Comme lors des européennes en 2019, puis des municipales en 2020, Voir ensemble travaille actuellement avec la CFPSAA, la FAF, l'AVH, la Fédération des associations de chiens guides et le GIAA APIDV pour cette nouvelle campagne collective. À l'heure de l'écriture de ces lignes, les élections régionales et départementales devraient avoir lieu en juin et non en mars en raison de la crise sanitaire, un report qui doit cependant être ratifié par le Parlement. En 2021, on élit qui? Sur les départements, nous élirons les conseillers départementaux. Les départements sont découpés en cantons. Vous devrez élire un binôme homme-femme pour 6 ans dans votre canton et dans le cadre d'un scrutin majoritaire à 2 tours.
Ainsi, au premier tour, les deux binômes qui ont le plus de voix peuvent se présenter au second tour, puis c'est le binôme qui remporte le plus de voix qui est élu. Pour les régions, nous élirons les conseillers régionaux pour 6 ans également. Le scrutin se fait par liste. Les listes qui ont plus de 10% des voix peuvent se maintenir au second tour et elles peuvent fusionner avec les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix. Ensuite, la liste qui reçoit le plus de voix obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres listes ayant fait plus de 5% se partagent les autres sièges selon leurs résultats. Nous avons besoin de vous. Afin de faire connaître nos messages auprès d'un maximum de futurs élus, Voir ensemble aura besoin de vous. Chaque groupe et commission recevront les éléments nécessaires pour porter notre message. C'est ensemble que nous faisons bouger les lignes. Rendez-vous donc dans quelques semaines. Le département, pourquoi faire? Un département a plusieurs compétences dont certaines sont directement en lien avec le handicap. L'action sociale. C'est une compétence importante du département qui représente généralement la moitié de son budget annuel. Cela regroupe l'enfance, aide sociale à l'enfance, ASE, protection maternelle infantile, PMI, le handicap, hébergement, insertion sociale et prestations de compensation du handicap, PCH, et le grand âge, création et gestion des maisons de retraite, gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie. L'enseignement. Les départements se chargent de la construction, de l'entretien et de l'équipement des collèges. Ils gèrent également l'organisation du transport des collégiens en situation de handicap. L'aménagement du territoire. Cette compétence comprend l'entretien, la gestion et la construction des routes départementales, la protection des espaces naturels et l'aide à l'équipement rural. La sécurité incendie. Les départements se chargent du financement du service départemental d'incendie et de secours, les pompiers. Le sport et la culture. Cette compétence est partagée avec les autres collectivités territoriales. Les départements peuvent ainsi se charger de la gestion des musées, des bibliothèques, de la préservation du patrimoine, du développement du tourisme. Dans le domaine du sport, les départements gèrent les équipements sportifs dans les collèges et peuvent soutenir des associations ou des manifestations sportives. Et la région alors? De même, une région a plusieurs compétences dont certaines concernent directement le quotidien des personnes en situation de handicap. Les transports. Les régions sont les autorités organisatrices des transports comme les trains express régionaux, TER, les transports routiers interurbains et scolaires, à l'exception des transports urbains gérés par les agglomérations. Le développement économique. Une région définit ses orientations en matière d'aide aux entreprises, d'attractivité de son territoire et de développement de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. L'enseignement et la formation. La région se charge de la construction, de l'entretien et de l'équipement des lycées. Elle s'occupe également de l'insertion des jeunes en difficulté, de la formation des demandeurs d'emploi, de l'apprentissage et de l'alternance. L'aménagement du territoire et l'environnement. Chaque région définit un plan régional en matière d'aménagement du territoire, de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l'air et de l'eau. Le sport et la culture. Cette compétence est partagée, comme pour les départements, avec les autres collectivités territoriales. Ainsi, les régions peuvent aussi assurer la gestion des musées, bibliothèques et concourir à la préservation du patrimoine et au développement touristique. Les régions gèrent les équipements sportifs dans les lycées
et peuvent aussi soutenir des associations ou des manifestations sportives. Voir ensemble. Homer. Depuis 2018, un collectif d'acteurs du handicap visuel, ANPEA, AVH, Chien Guide d'Aveugles, Fédération des Aveugles de France, GAPAS, INJA, PEP 69, Voir Ensemble, se mobilisent pour lancer une étude de grande ampleur afin d'obtenir des données inédites sur le cadre de vie de la population déficiente visuelle en France. Ce travail visera à mieux connaître leurs difficultés au quotidien pour aider à cibler les aides en fonction de leurs différents profils. L'étude portera sur l'ensemble des aspects de la vie. Elle permettra par exemple d'évaluer la situation actuelle sur les questions du dépistage de la déficience visuelle, de la scolarisation, du travail, des déplacements, de la santé, de la vie sociale et des loisirs. L'objectif final étant la mise en place d'un observatoire du handicap visuel qui puisse fournir des données actualisées sur les différentes situations. Voir ensemble. Acculturer la culture au handicap. Pierre Maragou, président du GIAA APIDV, dans le manifeste édité par l'association. Dans un pays qui se targue d'être celui où l'on compte le plus de librairies par habitant, est-il admissible que seuls 6% de l'offre éditoriale soit adaptée aux besoins spécifiques des lecteurs aveugles ou malvoyants? Dans un pays qui revendique une exception culturelle pour sa création audiovisuelle, il n'est plus concevable que seuls 20% des films projetés sur les écrans de cinéma soient audio décrits et que ce taux descende à 4% pour les programmes de télévision. Le GIAA APIDV déplore une frilosité française à reconnaître le droit au toucher dans les musées ou monuments historiques. Pourquoi certaines expositions itinérantes sur notre continent sont-elles touchables en Italie et se voient frappées d'une interdiction de toucher lorsqu'elles passent la frontière? De même, comment expliquer qu'en Pologne ou en Belgique, les sites patrimoniaux proposent des maquettes architecturales à découvrir par le toucher, quand en France, elles sont trop souvent représentées sous verre? Oui, en matière d'accessibilité, la culture doit changer de culture, car une culture pensée pour tous est un formidable vecteur d'intégration à la société. Portons ce message auprès des institutions culturelles, des décideurs, des médias. Retrouvez sur le site du GIAA les 6 priorités en faveur d'une culture multisensorielle pour tous. Voir ensemble. Regards intérieurs, pèlerins avant tout. Dominique Alain, administrateur de Voir Ensemble, responsable adjoint de l'hospitalité Notre-Dame de la Lumière. Voir Ensemble avait organisé son pèlerinage annuel à Lourdes pendant la semaine du 19 au 24 octobre 2020, une manifestation annulée comme beaucoup d'autres en raison de la situation sanitaire. L'occasion a été donnée à Dominique Alain d'y être présent malgré tout, à l'occasion du congrès des présidents d'hospitalité francophone. Chaque année, fin octobre, un congrès est organisé par une hospitalité francophone diocésaine ou nationale, permettant de pouvoir partager les expériences des différentes hospitalités diocésaines et nationales dans l'organisation et l'accompagnement des pèlerins handicapés et malades à Lourdes en lien avec les sanctuaires. Ce temps permet aussi de réfléchir à notre mission d'hospitalier lors de notre service auprès des personnes accompagnées et à notre mission de pèlerin.
Plusieurs pèlerinages sont venus en 2020 à Lourdes en cette période troublée. Lors des échanges, il est ressorti que les hospitaliers présents ont découvert ou redécouvert qu'ils étaient aussi pèlerins pour eux-mêmes. Ce temps a permis de participer à un échange avec les responsables des sanctuaires afin de toujours améliorer l'accueil et réfléchir, dans le contexte actuel de déchristianisation, à comment inviter, susciter et accueillir de nouveaux pèlerins. L'hospitalité de Voir Ensemble est la seule représentante du handicap visuel et, à cet égard, nous pouvons nous positionner en promoteurs de l'inclusion des personnes déficientes visuelles et suggérer des améliorations pour l'accueil de ces pèlerins et le souci de trouver les moyens de communication adaptés pour appeler à vivre ce temps à Lourdes. Philippe de la Chapelle, président de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, nous a invités à ce que toute personne, quelle que soit sa situation, se sente chez elle à Lourdes. Cette année, le congrès aurait dû avoir lieu au Havre, mais à la suite des conditions sanitaires, l'hospitalité du Havre a dû trouver une solution de repli et c'est Lourdes qui a accueilli les congressistes venant de toute la France. Ce n'est pas sans émotion que je me suis senti le représentant de Voir Ensemble, qui devait cette semaine-là être présent à Lourdes pour vivre son pèlerinage annuel annulé en avril. Je vous assure que j'ai porté le mouvement et l'association lors de ma présence en ce lieu si cher aux pèlerins de Voir Ensemble auprès de Marie et Bernadette. Photo, les sanctuaires de Lourdes, en octobre, désertés en raison de l'épidémie et des restrictions de circulation. Voir ensemble. Quelques dates, sous réserve des conditions sanitaires. Le pèlerinage annuel à Lourdes, du 19 au 24 avril 2021, sur le thème « Avec Marie, tous liés au Christ ». Le Mont Saint-Odile, les 28, 29 et 30 mai 2021. Le jubilé, initialement prévu en 2020, a été décalé d'1 an. En cours, le conseil pastoral a sollicité les âtres naissances de Voir Ensemble afin de transcrire en braille abrégé, 15 €, et intégral, 20 €, Fratelli Tutti, la dernière encyclique du pape François. L'encyclique est également disponible au format BRF, en braille abrégé et intégral, sur la page du conseil pastoral de Voir Ensemble. En projet, un pèlerinage en Pologne en septembre-octobre 2022. Contact pastoral@voirensemble.asso.fr. Ma mission au sein de Voir Ensemble. Hervé Rollin, aumônier national de Voir Ensemble. Chers amis de Voir Ensemble, je suis Hervé Rollin, 49 ans, votre nouvel aumônier national, nommé depuis le 1er septembre 2020 par la Conférence des évêques de France. Moi-même atteint par le handicap visuel, je suis prêtre du diocèse de Metz, en Moselle, et je suis engagé à Voir Ensemble depuis 29 ans. Lors de mon tout premier conseil pastoral en présentiel le 20 septembre 2020 à Paris, à la suite de l'Assemblée générale, je me suis fixé comme objectif et mission, en lien avec le conseil d'administration et le conseil pastoral de l'association et du mouvement, de visiter tous les groupes et tous les établissements. Je souhaite également me rendre réellement présent dans les différents services et instances de l'association afin de mieux connaître ses membres et son fonctionnement. C'est un véritable travail d'équipe que je désire mener dans une vraie collaboration, concertation et dialogue dans un esprit simple, ouvert et fraternel. Depuis 1927, Voir Ensemble milite activement à travers de multiples actions pour la reconnaissance et la valorisation de la personne handicapée visuelle
dans la société civile et les instances religieuses, dans le partage, l'entente cordiale et le respect des différences de chaque personne. En s'enracinant dans les valeurs chrétiennes de l'association, je rejoins de manière sensible le pape François lors de son allocution du jeudi 3 décembre 2020 à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées que je vous fais partager en ces quelques lignes. Le pape François souhaite des paroisses totalement accessibles aux personnes handicapées. François encourage les prêtres, catéchistes et travailleurs pastoraux à une formation ordinaire favorisant la relation avec le handicap et l'utilisation d'outils pastoraux inclusifs. À cette fin, la création d'une paroisse totalement accessible nécessite non seulement la suppression des barrières architecturales, mais surtout des attitudes et des actions de solidarité et de service de la part des paroissiens envers les personnes handicapées et leurs familles. Cette inclusion doit promouvoir aussi la participation active des personnes handicapées. Le pape réaffirme avec force leur droit à recevoir les sacrements. Elles pourraient être accueillies et incluses dans le parcours catéchétique de préparation à ces sacrements. La grâce dont ils sont porteurs ne peut être exclue pour personne. L'objectif est bien qu'elles participent activement à la communauté civile et ecclésiale. C'est un chemin exigeant mais aussi difficile, reconnaît le Saint-Père, pour qui la participation active à la catéchèse des personnes handicapées constitue une grande richesse pour la vie de toute la paroisse. À la suite de ces paroles fortes et encourageantes, ma mission d'aumônier national me conforte à tout mettre en œuvre dans un esprit d'équipe pour développer les capacités, les potentialités de toute personne bénévole, professionnelle et dirigeant, œuvrant au sein et pour voir ensemble. Enfin, je vous souhaite pour l'année 2021 des rencontres riches et des moments heureux à vivre ensemble, loin des épreuves de santé et de morale impactées. Prenez soin de vous et de vos proches. Voir ensemble. Voir ensemble pour voir demain. Un ouvrage sur Marcel Périer, ancien évêque de Pamiers et ancien aumônier national de Voir ensemble, vient de paraître, Le berger des âmes. Marcel Périer, évêque et poète savoyard, de Patrick Jagoux. Nous vous livrons le début et la toute fin du texte où il fait mention de Voir ensemble grâce à l'obligeance de Robert Divoux. En 2008, peu avant mon départ de Pamiers et mon retour en Savoie, on m'a demandé de présider le pèlerinage des aveugles à Lourdes, pèlerinage qui rassemble entre 500 et 700 personnes venant de toute la France, car, cette année-là, l'aumônier national des aveugles venait de mourir. À ce pèlerinage participent des aveugles, bien sûr, mais aussi leurs aides, des voyants, et quelques chiens guides qui assistent à tous les offices. Peu après, on m'a proposé de devenir l'aumônier national d'une association d'aveugles reconnue d'utilité publique qui s'appelait jadis la Croisade des aveugles, qui est devenue Voir ensemble et qui publie une revue intitulée Voir demain. Ayant été ému par ces deux noms, Voir ensemble et Voir demain, je les ai regroupés en Voir ensemble pour voir demain et j'ai accepté. Revenons à ma mission auprès de Voir ensemble. Dieu, on ne le voit pas. Dans le ciel, on ne le voit pas non plus. Inutile de l'y chercher. Dieu appartient au domaine de la confiance et de la foi, de la contemplation intérieure, du regard intérieur. En 3 ans, les aveugles que j'ai rencontrés m'ont démontré la force de leur regard intérieur. Ils m'ont beaucoup appris. La foi étant un regard intérieur, pas seulement sur les choses, mais aussi sur les personnes, sur soi et sur Dieu, disons que,
En la matière, les malvoyants ont de l'avance par rapport à ceux qui y voient clair. Retrouvez le texte complet sur la page de la pastorale.